Salut, ici Nico et dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce n'est pas obligatoire de compter ses calories pour réussir à construire du muscle efficacement. En fait, même pourquoi ça peut être source de stagnation si tu essayes de compter trop précisément tes calories. Et du coup, j'aimerais te proposer une autre méthode pour suivre ta nutrition, qui est celle que j'utilise moi personnellement et avec mes coachings, qui est à la fois moins contraignante, donc plus facile à tenir sur la durée, mais qui est surtout plus efficace. Alors déjà, avant de se lancer, j'aimerais souligner que oui, c'est tout à fait possible de progresser en comptant ses calories. D'ailleurs, quand j'ai commencé la musculation, j'ai compté mes calories, ça m'a donné d'assez bons résultats, mais en fait, j'aurais probablement pu faire différemment et progresser plus efficacement avec moins de contraintes. D'ailleurs, mon meilleur physique, je l'ai eu quand j'ai arrêté de compter mes calories, quand j'ai évolué vers une approche un peu différente, ce que j'appelle une approche un peu plus qualitative, ce que je vais te présenter maintenant. Donc si jamais toi tu as réussi à progresser de façon assez conséquente en comptant tes calories, je ne nie pas ça, c'est tout à fait possible, ça arrive régulièrement, mais il y a plein de pratiquants pour qui ça ne fonctionne pas, ça peut être une source de problème de compter ses calories, et même dans ton cas, c'est possible que tu aurais pu progresser tout aussi efficacement, voire plus efficacement, avec moins de contraintes en suivant l'approche que je vais te proposer maintenant. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par voir pourquoi compter ses calories, ce n'est pas nécessaire et pourquoi même ça peut être cause de stagnation, comme je l'observe régulièrement. Puis, on va voir quand même les quelques cas où ça peut être intéressant de compter ses calories, puisqu'ils existent même s'ils ne sont pas majoritaires. Et enfin, je vais te proposer l'alternative que j'utilise moi pour suivre ma nutrition et que je trouve bien plus efficace et moins contraignante, bien plus durable. Alors tout d'abord, pourquoi ce n'est pas nécessaire de compter ses calories et pourquoi ça peut même être source de problème? Eh bien, il y a trois grandes raisons à ça. Et la première de ces raisons, c'est que les formules qui sont basées sur les calories ne sont pas fiables. Parce qu'en général, si tu comptes tes calories, c'est très probablement pour que tu puisses ensuite les ajuster en suivant des formules pour essayer de trouver l'apport qui te permettra de prendre du muscle efficacement ou de sécher efficacement. Et en fait, les formules les plus populaires qu'on retrouve sur tous les forums, sur tous les réseaux, elles sont pas si fiables que ça. Et ça a été montré plusieurs fois par la science, notamment dans une étude de 2007 qui a porté sur presque 400 patients où ils ont constaté qu'il y avait environ 40% des personnes pour lesquelles les formules très utilisées, très populaires, ne fonctionnaient pas du tout avec ces équations qui donnaient trop peu de calories par rapport à ce qui était vraiment nécessaire, ou à l'inverse, à la hausse, avec des résultats qui étaient trop élevés par rapport à ce qui était nécessaire pour les patients en question. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un peu plus de la moitié des personnes pour lesquelles ces équations marchaient assez bien, mais du coup le souci c'est que dans ton cas particulier, il y a peut-être une chance sur deux pour que ces équations elles soient assez loin de ta situation. Et ça c'est quelque chose que j'observe encore et encore dans mes coachings, c'est-à-dire une certaine proportion de mes clients qui ont stagné parfois pendant des années, tout simplement parce qu'ils essayaient vraiment de suivre avec beaucoup de rigueur ces formules, et vu qu'ils étaient dans cette situation où les formules ne décrivaient pas ce dont ils avaient réellement besoin, ils se retrouvaient soit à avoir trop de calories par rapport à ce qu'ils avaient besoin et à prendre trop de gras, soit à l'inverse à ne pas du tout réussir à prendre du muscle parce qu'ils avaient systématiquement pas assez de calories, ces équations leur donnaient un résultat qui était trop bas par rapport à ce dont ils avaient vraiment besoin. Donc déjà ça fait que suivre très précisément ces calories à partir de ces formules-là, ça te donnera une illusion de contrôle, une illusion de sérieux, mais c'est tout à fait possible que tu sois très loin de la réalité. Ensuite, une deuxième raison, c'est que quand on commence à faire de la musculation sérieusement, le métabolisme il va énormément varier et du coup la plupart des formules n'arrivent pas du tout à suivre ça. Et si on essaye d'avoir des apports trop réguliers, ça va pas permettre d'avoir des apports appropriés. Parce que le fait de te mettre sérieusement à la musculation, ça va faire que tu vas probablement brûler beaucoup plus de calories que ce que tu brûlais avant, et même le fait que tu vas avoir tendance à changer ta nutrition, par exemple en augmentant tes protéines, qui vont avoir tendance à augmenter aussi ton métabolisme, ces calories que tu brûles à tout moment, il va y avoir des grandes variations de métabolisme qui sont très difficiles à prévoir, parce qu'elles vont aussi dépendre de ta façon de t'entraîner, de ton mode de vie et surtout de ta génétique. Donc si tu essayes de suivre, encore une fois, ces formules de façon très précise, avec une progression très linéaire, en augmentant de 300, 400, 500 calories par semaine ce que tu as comme apport, ça va pas correspondre à la réalité. Il y a très peu de chances que ça fonctionne. Enfin, le troisième point qui pour moi est peut-être le point le plus critique, c'est tout simplement que ces calories, c'est pas le critère pertinent en ce qui concerne la nutrition. Parce que compter des calories, ça veut un peu rien dire. Les calories, c'est une unité d'énergie, certes, mais en fait, en fonction de la provenance de cette énergie, de ce qu'il y a qualitativement derrière ces calories, ça aura un impact très différent sur ton corps. Par exemple, si tu rajoutes 500 calories qui viennent de glucides, ça aura un impact très différent que si tu rajoutes 500 calories qui viennent de protéines.
Par exemple, si tu es dans le cas d'une sèche, rajouter 500 calories de protéines, ça peut tout à fait t'aider à sécher, puisque ces protéines, elles seront jamais stockées, elles seront évacuées à la limite dans les urines si tu en as trop, mais par contre, elles vont aussi t'aider à maintenir ta masse musculaire quand tu es en phase de sèche. Donc, ces 500 calories en plus de protéines peuvent t'aider à sécher. Alors que si tu rajoutes 500 calories de glucides qui vont servir de source d'énergie, ça aura très probablement tendance à ralentir ta sèche, à moins que tu aies augmenté sensiblement ton intensité d'entraînement entre-temps, ce sera probablement plus approprié pour une prise de masse. Donc en fait, parler simplement de calories de façon générale, ça n'a pas tellement de sens. C'est bien plus important de regarder ce qu'il y a derrière ces calories, le côté qualitatif plutôt que quantitatif. Et du coup, à moins d'avoir déjà les bons ratios de protéines, glucides et lipides, parler simplement de calories, ça n'a pas trop de sens et c'est souvent très prématuré et pas forcément utile. Mais avant de te proposer, moi, ce que je préconise pour essayer à suivre la nutrition, j'aimerais quand même souligner 2 grands cas où ça peut être pertinent de compter ses calories. Parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer, mais c'est vrai qu'il y a certains cas où ça peut être assez utile, voire même très recommandé d'avoir ce suivi des calories. Et le premier de ces cas, ça va être pour les pratiquants qui sont avancés, qui ont déjà une bonne nutrition, qui ont des bonnes sources des différents macronutriments, une nutrition qui est stable, qu'ils arrivent à tenir dans la durée, et qui ont un objectif précis, une échéance où ils essayent de viser une certaine performance. Donc par exemple, si on prend un bodybuilder professionnel qui connaît très bien son corps, qui mange à peu près toujours les mêmes choses et qui sait à peu près en rajoutant tant de calories, de glucides ou de lipides comment son corps va réagir, là pour le coup, le fait de suivre ses calories avec précision, ça lui permettra d'atteindre un niveau de sèche avec une certaine masse musculaire qu'il aurait du mal à atteindre en y allant seulement à l'instinct. Donc dans ce cas-là, ça peut être utile. Même pour quelqu'un qui est juste un pratiquant confirmé et qui n'est pas forcément un compétiteur, mais qui a pas mal d'années de pratique derrière lui, qui a cette nutrition très stable et qui veut viser pour un mariage ou une plage un physique vraiment poussé, là encore, ça peut être intéressant de suivre ses calories. Mais ça ne correspond pas du tout au cas du pratiquant débutant intermédiaire qui veut juste commencer à cadrer efficacement sa nutrition. Là, ça va être en général pas très productif de commencer par compter ses calories. Ensuite, le deuxième cas de figure où ça peut être pertinent, c'est l'autre extrême, c'est les pratiquants qui n'arrivent soit pas du tout à prendre du muscle, soit à l'inverse, qui n'arrivent pas du tout à perdre du gras et qui ont une alimentation un peu hasardeuse, pas très stable, pas très régulière et qui ne savent pas trop quoi changer pour réussir à progresser. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de prendre sa nutrition, essayer de la cadrer un minimum et de compter ses calories, au moins pour être sûr de ne pas être dans un extrême où on a beaucoup trop de calories sans forcément s'en rendre compte, ou à l'inverse, très peu de calories par rapport à ce qu'on devrait avoir. Mais ça reste encore une fois assez marginal et je ne le recommande pas par défaut. Alors maintenant on arrive à ce qui t'intéresse peut-être le plus, c'est concrètement quelles vont être les alternatives pertinentes pour suivre la nutrition. Et moi personnellement, ce que j'utilise à la fois personnellement et dans mes coachings, c'est ce que je considère être une approche plus qualitative que quantitative, c'est-à-dire d'abord se concentrer sur la qualité des aliments que tu consommes avant de regarder leur quantité, que ce soit en termes de calories ou d'autres choses. En fait, si tu as la bonne qualité d'aliments, ce sera beaucoup plus facile de gérer la quantité d'aliments, ce sera même assez naturel. Et ça, par exemple, ça a été mis en avant dans une étude de 2013 où il y a eu 39 athlètes de haut niveau qui ont été répartis en 2 groupes, avec un groupe pour lequel on a imposé un surplus systématique de 500 calories, quoi qu'il arrive pour tous ces pratiquants-là, et l'autre groupe qui était sous un format d'autorégulation, c'est-à-dire qui mangeait tout simplement à leur faim. Et à la fin de cette étude, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 groupes ont progressé de la même façon en termes de prise de masse musculaire et en termes d'augmentation des performances. Par contre, le groupe qui avait eu un surplus systématique de 500 calories avait pris aussi plus de gras, alors que l'autre groupe qui s'était autorégulé, qui avait mangé selon sa faim, avait eu les mêmes performances, les mêmes prises de muscles, sans avoir ce gras en plus. Donc on a vu quelque chose de plus efficace. Donc ça montre bien que la sensation de faim, elle peut suffire à suivre la quantité nécessaire pour réussir à prendre du muscle, tant qu'on a déjà un certain niveau, qu'on a réussi à cadrer suffisamment la nutrition. Alors concrètement, qu'est-ce que j'entends par cadrer la nutrition, avoir une qualité suffisante ? En fait, on peut résumer ça en 2 points. Le premier point, c'est d'avoir les bons types d'aliments en termes de macronutriments, donc les bonnes proportions de protéines, lipides et glucides, avec les aliments qui permettent d'avoir ces quantités-là, et ensuite que les sources de ces macronutriments soient de qualité suffisante. Mais très brièvement, je voulais te rappeler ce que j'entends par macronutriments, de quoi on parle exactement.
En fait, on peut considérer que chaque aliment peut être décomposé en 3 grands macronutriments, à savoir les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, ça va être la brique élémentaire qui permet de construire du muscle. Donc ça va être vraiment l'élément le plus important, essentiel pour réussir à construire de la masse musculaire, mais aussi pour réussir à maintenir sa masse musculaire en phase de sèche. Et en plus, la plupart des pratiquants ont tendance à en manquer. Donc de façon générale, ces protéines, je te conseille d'essayer d'en consommer le plus possible. Ensuite, le deuxième macronutriment, ça va être les glucides. Ou les glucides, ça va être la source d'énergie principale à la fois pour l'effort de tes séances d'entraînement, mais aussi pour construire du muscle. Il faut de l'énergie pour utiliser ces briques et construire le mur qu'est le muscle, et du coup cette énergie elle va venir de tes glucides. Donc là encore c'est quelque chose qu'on veut en quantité suffisante, par contre il faudra faire un petit peu attention, puisque quand on en a trop on peut avoir tendance à prendre du gras, alors que pour le coup les protéines en général on va pas les stocker, on va plus les évacuer dans l'urine si on en a trop, donc c'est un macronutriment qui est très sûr d'un point de vue sèche, les protéines, puisque ça n'aura pas tendance à te faire prendre du poids, alors que pour ces glucides, il faudra être un petit peu plus prudent. En plus, ils vont avoir tendance à élever l'insuline, qui est une hormone qui est utile, mais qui peut aussi te faire stocker, et il faudra surveiller ça d'un petit peu plus près. Donc en général, on essaiera d'en avoir le plus possible de ces glucides tant qu'on ne prend pas de gras, ou dans le cas d'une sèche, on essaiera d'en avoir le plus possible tant qu'on arrive à continuer à perdre du gras. Et enfin, le troisième grand macronutriment, c'est les lipides, où ces lipides, ça va être aussi une source d'énergie, mais disponible un peu moins directement, un peu plus secondaire, donc qui va aussi jouer dans tes apports en énergie, mais de façon moins directe, mais qui va surtout avoir un impact assez fort sur tout ce qui est ton système hormonal, c'est-à-dire la production et l'équilibre entre tes différentes hormones, notamment tout ce qui est testostérone, hormone de croissance, IGF-1, qui sont très importants pour construire et maintenir du muscle. Et du coup, pour assurer tout ça, il faudra avoir un certain seuil, une certaine quantité minimale de lipides qu'il faudra assurer que tu sois en prise de masse ou en sèche. Et dans ces deux cas de figure, les quantités elles seront assez proches, parce que ça correspond à la quantité nécessaire pour que ton organisme fonctionne bien. Donc voilà de façon très simplifiée ce qu'on entend par macronutriments. Et en fait, tes différents aliments, tu peux les considérer comme étant des sources de un ou plusieurs de ces macronutriments. Et de cette façon, on va pouvoir essayer d'ajuster nos différentes sources, les différents types d'aliments qu'on va consommer pour avoir les bons ratios de protéines, lipides et glucides. Et une fois qu'on aura assuré ça, ces bonnes proportions, ce bon équilibre, on pourra ensuite plus directement se concentrer sur la quantité vraiment de chacun de ces aliments et éventuellement sur les calories un petit peu plus tard. Donc la première chose, c'est déjà d'avoir le bon équilibre, les bons ratios, les bonnes proportions entre ces différentes sources de macronutriments. Alors, comment on fait pour avoir ça? Qu'est-ce qu'on doit viser exactement? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire ça, mais une approche qui est assez facile à suivre et à expliquer rapidement, ça va être de regarder les quantités journalières qu'on doit viser sur chacun de ces macronutriments en fonction de notre poids du corps. C'est-à-dire que pour chacun de ces macronutriments, il va y avoir des grandeurs un peu repères qui vont te donner la quantité de protéines, lipides et glucides que tu dois manger chaque jour pour chaque kilo de poids du corps. Donc par exemple, pour les protéines, on considère en général qu'il vaut mieux essayer d'avoir entre 1,4 g et 2 g de protéines par kilogramme de poids du corps. Par défaut, je te conseille de viser déjà pour commencer 1,5 g de protéines par kilogramme de poids du corps. Donc par exemple, si tu fais 80 kg, 1,5 g fois 80, ça fera 120 g de protéines que tu devras viser environ chaque jour. Ce ne sera pas exactement l'apport dont tu as besoin, mais ce sera pas trop loin en général. Et après, comme je te dis, ces protéines, il vaut mieux essayer d'en avoir le plus possible, donc essaye d'assurer au moins ça, mais si tu peux faire plus, c'est encore mieux. Ensuite, en ce qui concerne les lipides, on considère généralement qu'il faut entre 0,8 et 1,2 ou un peu plus grammes de lipides par kilogramme de poids du corps chaque jour. Donc par défaut, je te conseille de viser 1 g de lipides par kilogramme de poids du corps chaque jour. Donc si tu fais 80 kg, ça fait tout simplement 80 g de lipides. Et ça, ce sera valable que tu vises une prise de masse ou une sèche. Alors que par exemple, dans le cas des protéines, en général, quand on est dans le cas d'une sèche, on essaierait d'avoir encore plus de protéines. On peut même monter jusqu'à 2,5 g de protéines. Parce que quand on est en sèche, ces protéines supplémentaires, elles vont nous aider à plus facilement maintenir notre masse musculaire. Enfin, en ce qui concerne les glucides, c'est là où il y a peut-être le plus de variations en fonction à la fois des individus et de ton objectif, de si tu es
en prise de masse, en sèche, si c'est une sèche que tu veux vraiment pousser ou juste une légère perte de gras. Et là, on va avoir une fourchette du coup qui va être plus large. De façon générale, tu pourras viser entre 2,5 grammes et 5 grammes de glucides par kilogramme de poids du corps par jour. Mais pour certains pratiquants, tu peux aller même à plus que ça, assez sensiblement dépasser cette borne haute. Mais pour simplifier, pour commencer, tu peux tout simplement viser 3 grammes de glucides par kilogramme du poids du corps chaque jour. Donc si tu fais 80 kg, ça fera 240 grammes de glucides. Et tout ça, ça ne va pas correspondre exactement aux apports dont tu as besoin, mais si tu essayes de t'en approcher, tu ne seras déjà pas trop loin en termes de ratio de ces protéines, lipides, glucides, et du coup, ce sera beaucoup plus pertinent ensuite de regarder la quantité de ce que tu manges et éventuellement tes calories. Alors concrètement, une fois que tu as ces grandeurs pour chacun de tes aliments, comment réussir à t'en approcher à partir de ta nutrition actuelle? À nouveau, il peut y avoir plusieurs façons de faire ça, mais maintenant je vais te donner une version assez simplifiée et très fiable. Et ce que je te conseille de faire déjà, c'est de partir de ta nutrition actuelle. C'est-à-dire de ne pas te recréer une alimentation idéale de zéro en essayant de directement atteindre ces objectifs-là, mais tout simplement de partir de là où tu es aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si tu pars directement sur une pseudo-alimentation idéale, souvent ça va être trop différent de ce que tu as l'habitude de faire et ça peut poser pas mal de problèmes, à la fois en termes de capacité à le tenir dans la durée, parce que ce ne sera pas naturel, mais même en termes de métabolisme, en termes de sensation de faim, c'est pas toujours évident de procéder comme ça. Ça peut fonctionner, mais c'est assez déconseillé. Alors que si tu pars de ta nutrition actuelle, il y a déjà fort à parier que tu es pas si loin des apports, au moins en termes de calories, de ce dont tu as besoin pour fonctionner. Parce que si tu étais trop loin de tes apports dont tu avais besoin, ton poids il serait soit en train d'augmenter de semaine en semaine, soit en train de diminuer de semaine en semaine. Donc si ton poids est à peu près stable, ça veut dire que ce que tu manges, en tout cas avec la qualité que tu as aujourd'hui, est pas si loin de ce dont tu as besoin. Donc vaut mieux partir de ça et ensuite petit à petit le modifier vers quelque chose de plus optimal qui respecte ces ratios-là, mais le faire progressivement et pas tout changer du jour au lendemain. Ensuite, à partir de cette nutrition actuelle, ce que tu vas faire, c'est prendre une application de nutrition, n'importe laquelle, et essayer de rentrer dans cette application à peu près ta journée type en termes d'alimentation. Donc si tu as une alimentation assez stable, ce ne sera pas très compliqué. Après, si tu as tendance à manger des choses un peu différentes de jour en jour, essaye d'avoir quelque chose qui est le plus représentatif, éventuellement d'avoir des mesures sur 2 journées type. Et une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est sur cette journée type, tout simplement changer les quantités des aliments que tu manges déjà pour essayer de te rapprocher le plus possible de cet objectif que tu as déterminé avant. Donc par exemple, si tu es trop bas en protéines et que le midi tu as l'habitude de prendre une omelette avec 2 œufs, peut-être que passer à 3 ou 4 œufs, ça t'aidera à t'en approcher. Donc une fois que tu as déterminé ces journées types sur ton application, tu peux essayer de jour en jour de t'en approcher en faisant des petites modifications, mais ne pas le faire trop brutalement. Pas essayer de tout changer du jour au lendemain, ça va être trop difficile, mais par exemple ça peut être juste sur le petit déjeuner de te concentrer sur ces modifications-là, ou sur le repas du soir, sur le repas du midi, en fonction de ce qui est le plus naturel pour toi. Et de cette façon, rien qu'en ayant juste ça en place, tu verras ta sensation de faim, ce sera un très bon repère pour réussir à ajuster tes quantités et réussir à avoir la bonne quantité de calories. En fait, la sensation de faim, elle est très bien faite. Si tu manges les bonnes choses en termes de qualité, ce sera un excellent repère pour trouver la quantité que tu as besoin pour toi dans ta situation personnelle. Ce sera beaucoup plus efficace que ces formules qui essayent de définir les choses de façon générale et impersonnelle. Après, c'est possible d'aller plus loin, notamment en ce qui concerne la qualité de ces différentes sources de protéines, lipides et glucides, qui peuvent être pour chacune de ces sources classées en différentes catégories qui sont plus ou moins à favoriser ou à éviter. Aussi, en ce qui concerne la quantité de ces choses-là, on pourra un peu plus précisément qu'avec la sensation de faim réussir à cadrer ça si tu veux pousser ta sèche ou pousser ta prise de muscle de façon propre, avec certains repères pas forcément très complexes, notamment au niveau du tour de taille. Et si tu as besoin d'aide pour faire tout ça, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil à ma méthode de nutrition muscle sec qui reprend justement dans le détail la méthode de nutrition que j'applique avec mes coachings et globalement tout ce dont tu as besoin pour réussir à créer une nutrition qui sera optimisée dans ta situation
personnalisé et qui te permettra de construire du muscle de façon efficace, sans prendre de gras, et en plus sans avoir besoin de compter tes calories ni de peser tes aliments. Donc ça, c'est vraiment si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Sinon, rien qu'en te concentrant sur ces premières étapes que je t'ai données dans cette vidéo, ça te donnera de bons résultats, même sans suivre ta quantité de calories. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.